Hello, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans un vlog thématique. Ça fait un moment que j'ai les 6 premiers tomes de la saga Lock and Key dans ma pile à lire, donc en comics. Et j'avais envie de les sortir et je me suis dit pourquoi pas le faire dans un vlog. Donc un peu comme j'avais fait avec la saga Freaks Squill. Ça va être un peu le même principe, c'est-à-dire que je vais lire toute la saga comics et venir vous voir au fur et à mesure. Et je sais pas si je le mettrai aussi dans ce vlog, ça va dépendre un peu de la longueur, mais je compte aussi me refaire la série pour comparer un peu et voir lequel des deux je préfère, ou c'est juste totalement différent. Parce qu'il me semble que les deux ne suivent pas la même trame scénaristique. Mais voilà, je suis pas sûre puisque j'avais regardé la première saison il y a très longtemps. Et justement j'avais dit j'arrête la série parce que je veux lire les comics avant et j'ai jamais pris le temps de le faire, donc au final j'ai fait ni l'un ni l'autre. Classique. Voilà, donc j'ai les 6 tomes qui sont à ce jour sortis. Je sais pas si la saga est terminée après les 6 tomes. Je sais pas. Et j'ai en plus un, pas hors série, mais un spin-off peut-être, donc qui est Ciel et Terre, que je lirai aussi, mais du coup en dernier. Donc c'est parti, je reviens vers vous dès que j'ai fini le premier tome que je vais aller commencer là tout de suite. Je vous reprends après avoir fini du coup le tome 1. Comme vous pouvez le voir, je me suis installée correctement avec un petit plaid comme une vraie petite mamie. Et j'aime beaucoup. Alors j'avais déjà lu le tome 1 je crois. Et je m'étais arrêtée là. Parce que je vous l'ai déjà expliqué dans l'intro, je voulais voir la série, bref. Mais je me rappelais pas que c'était aussi bien. Du coup pour l'histoire, on suit une famille dont le père est décédé, assassiné. Puisque le père était conseiller d'orientation dans un lycée et un jour un de ses élèves à problème est venu chez lui et l'a tué. Ses enfants ont pu s'échapper, malheureusement l'aîné a assisté au meurtre et du coup s'en veut énormément. Donc ils sont un peu perturbés. En même temps normal, quand votre père vient de se faire assassiner, un peu normal que vous soyez un peu perturbés. La famille se compose de 3 enfants, donc l'aîné, une fille et Bud le plus jeune. Je viens de le lire, j'ai déjà oublié les prénoms, c'est génial. Donc Tyler le plus grand, Bud le plus petit et Kinsey la fille, donc qui est au milieu. Et donc suite à ce meurtre, en fait, leur mère décide de les emmener s'installer comme le père le souhaitait avant sa mort. Il lui avait dit si il m'arrive quelque chose, tu prends les enfants et vous allez vous installer dans la maison familiale, donc qui s'appelle Key House, voilà. Donc qui est un gigantesque manoir en fait qui est abandonné et il faut que vous alliez là-bas s'il m'arrive quelque chose. Donc la mère suit ses directives et ils vont donc s'installer là-bas, sauf que ce manoir il se passe des choses étranges. Bud va commencer à trouver des clés, dont une clé, donc la première qu'il trouve, qui va lui permettre de passer à travers... En fait, quand il ouvre la porte avec cette clé, une fois qu'il passe cette porte, en fait, il meurt. Il se transforme en fantôme, et jusqu'à ce qu'il repasse la porte dans l'autre sens et qu'il réintègre son corps. Voilà un peu le délire des clés, et on s'en doute, il y a beaucoup de clés différentes, et donc beaucoup de clés qui servent à beaucoup de choses. Sauf que Bud va tomber sur un puits abandonné dans la parcelle et qu'il va rencontrer une jeune femme qui est ce qu'elle dit être son écho. Et donc on s'aperçoit que voilà, c'est la méchante, je ne vous spoil rien, ça on le sait. Et en parallèle de ça, le jeune homme qui a assassiné le père s'échappe de prison. Voilà, après tout ce que je peux vous dire, pour ne pas trop vous spoiler, je pense que là déjà je vous en ai dit beaucoup, mais c'est vraiment le basique de l'histoire. Et j'aime beaucoup parce que ça va à 100 à l'heure, bon c'est un comics en général, ça va à 100 à l'heure les comics, mais déjà j'aime beaucoup les dessins. Hop, vous voyez, c'est très coloré, c'est très moderne, c'est
C'est vraiment très beau. On sent que c'est quand même un thème assez sombre, forcément l'histoire n'est pas des plus joyeuses. Mais j'aime beaucoup les personnages tels qu'ils sont dépeints dans le comics. Je vous ai dit dans mon truc que j'avais vu la première saison de la série. Et je peux pas m'empêcher de faire des comparaisons, parce que j'en ai quand même quelques souvenirs, et je sais que je préfère largement les personnages que je retrouve dans ce comics plutôt que dans la série. Après peut-être que ça évoluera en regardant la suite de la série. Mais je les trouve plus matures, comment dire, je les trouve plus logiques en fait, parce que là on a Bot qui est très jeune, qui doit avoir dans les 10 ans, quelque chose comme ça, et qui agit comme un gamin de 10 ans, alors que dans la série c'est pas forcément le cas. Maintenant il se passe énormément de choses, je me rappelais pas que dans le premier tome il se passait autant de choses en fait. Limite je pense qu'on a l'équivalent de la première saison de la série dans le premier tome en fait. Et et le dénouement est plus logique aussi que dans la série. Il faut que j'arrête de comparer avec la série, parce que de toute façon, après je vais arrêter, j'ai pas vu la suite, donc je vais pas pouvoir comparer bien longtemps. Mais voilà, je suis très contente de la redécouvrir. Et une chose est sûre, je vais pas m'arrêter avant d'avoir lu la suite pour ne rien oublier. Par contre, l'histoire des clés, en fait, dans le comics, un reproche à faire, c'est qu'on comprend pas trop comment il fait pour les trouver. On a l'impression qu'il les trouve un peu au hasard, le plus jeune. On nous explique vite fait pourquoi ça reste un secret, comme on sait, mais on nous explique pas comment il tombe sur les clés. Et ouais, en fait, si je me fie qu'au comics, que j'ai pas vu la série, j'ai l'impression que oui, les clés, juste ils tombent dessus par hasard. Alors que dans la série, il y a quelque chose qui explique ça. Donc voilà, peut-être que dans les prochains tomes, ils nous expliqueront un peu plus comment ils font pour trouver les clés. J'espère en tout cas, parce que c'est un peu le seul reproche que je peux faire jusqu'à maintenant. Donc je vais m'attaquer au deuxième et puis je vous reprends après. Hello, on est mardi, j'ai eu le temps de finir le tome 2, donc je voulais vous en reparler. Déjà, tout ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup la saga pour jusque-là. En comics, elle est vraiment, vraiment trop bien. Ça avance à son rythme. J'ai pas eu l'impression qu'on ait fait des bonds énormes dans l'histoire dans ce tome 2-là, mais on s'attarde plus sur les personnages secondaires. On nous déroule un peu plus l'histoire du passé. On était beaucoup moins dans la violence que dans le premier tome, et ça c'était cool. On avait un peu plus de psychologie. Rapport à la clé qui était trouvée dans ce tome-là. Donc c'est ça que j'aime bien pour l'instant, c'est que dans 2 tomes, on a eu des rythmes complètement différents. On n'était pas tout le temps dans l'action, on n'était pas tout le temps dans la psychologie et à la fois lent. Donc c'est plutôt cool qu'ils alternent un peu les rythmes comme ça, en espérant que ça continuera comme ça dans les prochains. Je vais m'atteler au tome 3 et je reviens juste après. Je vous reprends, j'ai fini du coup le tome 3 de Lock and Key. Je viens vous faire un petit rapide update. J'aime toujours autant. J'ai l'impression que l'histoire vraiment avance pas mal. Les protagonistes évoluent aussi. Il se passe 1 milliard de choses dans ce tome là, ça va très vite. Donc les cas sont vraiment très fournis. C'est une lecture vraiment très dense. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on plonge de plus en plus dans l'ambiance Lovecraft qu'on nous promettait pour cette saga-là. Plus ça va, plus c'est sombre, plus on est dans le cauchemar. Je sais que dans la série, c'est ce qui m'avait vraiment marqué, cette ambiance très sombre, et j'avais pas l'impression de le retrouver dans les 2 premiers tomes. Mais là, du coup, on y vient, et c'est plutôt cool. Et j'ai notamment beaucoup aimé dans ce tome-là qu'on s'attarde sur la relation entre la mère et la fille qui vivent un terrible cauchemar, mais qui ne le vivent pas de la même manière et qui ont du mal à communiquer l'une avec l'autre. Voilà, je trouvais ça très cool en fait, parce qu'on n'est pas que sur l'histoire principale, on s'attarde vraiment sur les personnages secondaires. Donc c'est toujours un plaisir de le lire. C'est toujours compliqué de vous faire un update sur les tomes autres que les premiers tomes, parce que je veux rien vous spoiler.
Surtout que c'est un univers que j'encourage fortement à découvrir par vous-même parce qu'il est vraiment super. Du coup, je vous retrouve après la lecture de tome 4. Ça y est, le tome 4 est enfin fini. Donc le tome 4, les clés du royaume. Et j'ai un peu plus de trucs à dire sur celui-ci que sur le précédent. Déjà, je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais en fait on a des styles graphiques assez différents d'habitude. Je sais pas si vous allez voir. Un peu du style BD pour enfants, ce genre de choses. On n'a pas ça tout le long, donc j'arrive pas à comprendre pourquoi ce changement à des moments, s'il y a une signification particulière, je sais pas. Donc ça m'a un peu déroutée et j'avoue que je suis pas fan du tout de ce style-là, donc bon, je préfère quand ils reviennent à leur style de base. Et je sais pas s'il y en a pas encore un troisième, peut-être pas. Oui, non, on revient à ce style-là au bout d'un moment, mais enfin, bref. Voilà, super, je n'ai plus de batterie. Je vais essayer d'aller vite. J'ai moins aimé, oui, parce que on est donc sur toute la première partie de ce tome-là, on est sur la découverte de nouvelles clés. Sauf qu'à chaque fois, ça va très vite, on a juste à la limite une image pour nous expliquer ce qui s'est passé. Il y en a une où on les voit en pleine attaque de ronces, mais sauf qu'on ne sait pas. Et ce que je trouve très intéressant dans cette série, c'est le côté un peu décalé où il leur arrive plein de choses et on aimerait bien savoir ce qui leur arrive en fait. Donc j'aimerais bien que ce côté-là soit plus détaillé. Et donc sur toute la première partie, c'est vraiment que ça accorde la découverte de nouvelles clés les unes après les autres sans vraiment d'explication. Et la deuxième partie, là pour le coup, l'histoire avance, donc c'était déjà plus sympa. Et donc on retombait dans ce qui était ce qu'on avait aimé dans les précédents tomes. C'est toujours aussi rapide, toujours aussi fluide. Là vraiment on était concentré sur l'avancement de l'histoire, donc ça fait du bien. Maintenant je suis déjà un peu perdue, alors que je viens de lire les 3 premiers tomes, donc ça devrait être frais dans ma tête, et j'ai des questions du genre qui est qui, pourquoi ils disent ça à un moment donné, donc je vais être obligée de me reporter au précédent tome. Donc comme quoi l'histoire est pas si simple, clairement, même si on la lit d'une traite. Je suis quand même contente que l'histoire avance à la fin de ce tome-ci, et du coup j'ai hâte de savoir la suite, puisqu'il reste que 2 tomes, donc on s'approche dangereusement de la fin quand même. Aussitôt fini le tome 4, j'ai commencé le tome 5. Je commence à être un peu accro à cette série. J'aimais beaucoup jusque là, mais là je veux avoir le dénouement, ça y est. On se rapproche de plus en plus de la fin, et j'ai qu'une hâte, c'est de la terminer cette série en fait. Donc j'ai lu le tome 5 Rouage, et ça confirme ce que je viens de dire. En fait, dans celui-ci, on est plus concentré sur le passé, sur ce qui s'est passé dans le passé qui fait que ça explique ce qui se passe dans le présent. Je crois que ma phrase voulait dire quelque chose. Donc c'est très intéressant, on a plein de réponses à nos questions, dont les questions dont je parlais dans le précédent extrait. Donc je suis très contente, et maintenant il nous reste donc le dernier tome qui va être la résolution, je pense, où là à mon avis il va y avoir de l'action, et voilà, je vais pas attendre longtemps avant de la lire. Aujourd'hui on est dimanche, donc je pense que je vais la lire même sûrement dans l'après-midi, pendant une pause ou quoi. L'avantage de ces comics, c'est qu'ils se lisent quand même très très rapidement, puisque il y a beaucoup de dessins, mais il n'y a pas tant de dialogue que ça, donc ça va. On est très content à chaque fois de passer un peu de temps dans cet univers-là. Je suis très contente d'avoir lu déjà les 5 d'affilée, et je pense que je le serai encore plus quand j'aurai lu le 6ème, puisque du coup j'ai un peu tout en tête, et qu'à chaque fois, à chaque fin de tome, on a un cliffhanger qui donne envie de lire la suite de toute façon. Donc j'aurais été très frustrée, si j'avais dû attendre, je crois, 1 an entre chaque tome. Donc voilà, donc je vais sûrement m'atteler à finir la saga, et puis je vous reviens après. Ça y est, j'ai enfin fini la série comics Lock and Key, et jusqu'au bout j'ai adoré cette saga. J'adore cette fin,
même si elle a un peu trop happy ending dans tous les sens par rapport au reste du récit qui est quand même très sombre, parce que bon, on est quand même... Est-ce que je vous montre le bon là? Oui, c'est bien comme 6. On a quand même du Lovecraft, on a beaucoup de références à Lovecraft justement. Donc bon, on est quand même sur l'ambiance sombre et à la fin est limite trop heureuse en fait. Trop heureuse plutôt. Par rapport au reste, c'est un peu le seul truc que je peux noter. Si j'ai un truc à critiquer, ce serait ça. Mais en soi, j'ai adoré passer du temps dans cette saga. J'ai adoré jusqu'à la fin découvrir l'histoire. Donc je vous le conseille. Franchement, je pense même je vous conseille plus le comics que la série. J'y reviendrai après. Mais voilà, en plus c'est un 6 tomes, ça se lit assez rapidement. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller en fait. On est dimanche 14 avril, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. J'ai regardé jusqu'à maintenant la saison 1 et ou le premier, je crois, épisode de la saison 2 de Lock and Key. Et je pense que je vais pas vous tenir au courant de mes prochains visionnages parce que je pense que je me suis fait un avis plutôt définitif sur ce que j'en pense par rapport aux comics. J'aime beaucoup la série. En fait, je trouve que c'est une adaptation réussie du comics, tant qu'on se dit que c'est inspiré du comics et que c'est pas une adaptation au sens propre, non, au sens strict du terme. Le scénario est à peu près respecté, je dis bien à peu près parce qu'il y a quand même beaucoup de réarrangements temporels qui sont faits, mais pour le coup je comprends pourquoi ils ont été faits parce que ça collait plus au rythme de la série et au fait qu'ils la découpent en saisons en fait. Ça aurait été plus compliqué s'ils avaient gardé les événements de la série, du comics, mais en soi je trouve que l'univers est plutôt bien respecté. Les personnages le sont aussi, même si j'y reviendrai plus tard. Pas tous. L'ambiance aussi, je sais plus si je l'ai dit. Et on n'a pas rien n'a été dénaturé en fait dans l'histoire. On n'a pas de gros non-sens qui apparaissent dans la série qui sont complètement différents du comics. Donc ça, en soi, je trouve que c'est bien. Maintenant, ce qui est en différence par rapport aux comics, il y en a que j'explique pas. Et il y en a une qui me gêne. Enfin, qui me gêne. Non, parce qu'en fait, ça a vraiment pas beaucoup d'importance. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi celle-là m'a fait tiquer plus que les autres. Mais dans le comics, donc la ville où est la Key House s'appelle Lovecraft. Ce qui a une grosse référence aux œuvres de Lovecraft, au côté très sombre, très mythique avec les monstres, etc., qui renforce un peu l'ambiance sombre et qui nous annonce un peu dès le départ que ça va pas être une histoire toute rose. Et j'adorais ça, cette référence dans le comics, et donc je suis très déçue que dans la série, ils aient complètement enlevé ça. La ville s'appelle maintenant Matheson, et je trouve que ça a beaucoup moins de gueule. En fait, c'est juste ça, c'est que la référence était vraiment trop bien, donc je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé. Si c'est une question de droit, ou si c'est juste parce qu'ils pensaient que personne allait avoir la ref, ou parce que ça n'avait pas d'intérêt pour eux, je sais pas, mais je trouve ça très dommage. Maintenant, c'est juste un détail, on s'entend. Par contre, ils ont réécrit certains des personnages et je trouve qu'ils ont peut-être bien fait parce que dans le comics, je vais prendre notamment l'exemple de Tyler qui donc fait partie d'un groupe de potes qui sont, on va pas se cacher, les populaires. Dans le comics, on a vraiment ces distinctions populaires, le groupe de Tyler, les cinéphiles un peu bizarres, weirdos avec Kinsey, pardon. Et alors que dans la série, ils ont un peu mêlé tout ce beau monde ensemble, tout le monde traîne un peu ensemble au final. Il y a plus j'ai l'impression que cette frontière entre les deux s'est un peu effacée et donc on sort un peu des stéréotypes. Et ça, pour le coup, j'ai bien aimé, même si pour ça, ils ont dû réécrire certaines choses et donc revoir un peu
certains personnages. En fait, disons que ça a influencé vraiment beaucoup de choses dans la série, qu'ils aient fait ça. C'est pour ça que je dis que je comprends pourquoi les arrangements ont été faits. Donc en soi, je pense que la série a su un peu améliorer le comics parce que des stéréotypes qui se retrouvent dans les comics sont beaucoup moins bien acceptés dans l'univers télévisuel. Si je devais déconseiller ou non cette série, je pense que la réponse serait oui. Mais, parce que forcément il y a un mais, je vous l'ai dit, c'est la deuxième fois que je regardais la saison 1 de Lock and Key. Et donc la première fois, j'avais bien aimé la saison 1, mais sans plus, et j'avais même décidé d'arrêter là, comme je vous l'ai expliqué. Et je pense que c'est dû au fait que comme j'avais pas lu les comics, il y avait des choses que j'avais compris, mais pas tellement. Il y avait tellement de choses dans tous les sens que en fait, j'avais pas l'impression d'avoir une histoire de bout en bout. J'avais l'impression d'avoir loupé des choses et je me suis dit, en fait, la saison 2, si c'est comme ça aussi, flemme quoi, flemme de comprendre que la moitié de ce qu'on me raconte. En plus, je trouvais l'univers plutôt sombre pour une série. Et maintenant que j'ai lu le comics, ça m'a fait exactement l'effet inverse. C'est-à-dire que quand je regardais la saison 1, j'étais en mode mais pourquoi ils expliquent pas ça? Pourquoi ils ne disent pas ça? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi ils ont enlevé tel passage? Pourquoi ça se passe comme ça? Et pour le coup, je pense que lire le comics avant nous aide beaucoup plus à comprendre même ce qui se passe dans la série. Donc je sais pas si ça a fait cet effet qu'à moi, peut-être, peut-être que j'ai juste pas été attentive au premier visionnage, mais peut-être que c'est là le problème de cette série pour moi. Enfin le problème. Le point que je pourrais reprocher à cette série. Je dois vous dire que au départ je m'attendais à faire un avis très négatif sur la série en me disant c'est pas normal qu'ils aient enlevé telle chose, c'est pas normal qu'ils aient réécrit tel personnage, etc. Et je sais pas si c'est un trait toxique qu'ont certains lecteurs dont je fais partie, mais je m'attends toujours à ce qu'une adaptation d'un livre, que ce soit un film ou une série, soit ratée. Je sais pas pourquoi, je m'attends à ça. C'est pas le cas en fait. La plupart du temps, c'est pas le cas. Il y en a, oui, c'est le cas. Mais je sais pas pourquoi on s'attend toujours au pire, alors que des fois on tombe vraiment sur des pépites. Et ce qui est cool, c'est que en faisant ces adaptations-là, des fois, ça nous pousse à découvrir le média de base en fait. Parce que c'est ce qui est arrivé pour la série. Je connaissais pas le comics Lock and Key et c'est en regardant la série que je me suis dit ça pourrait être sympa de lire les comics. Donc moralité, ne jamais dénigrer avant de connaître parfaitement la série ou le film. Ça peut vous éviter de dire des bêtises. Avant de fermer ce vlog, il me reste donc une lecture à faire puisque je vous ai dit que j'avais un hors-série de Lock and Key à la maison. Donc je compte le lire en même temps. C'est donc Ciel et Terre. Je sais alors il y a 3 hors-séries qui existent, mais je sais qu'il y en a que 2 qui ont été édités en France et j'ai pas le deuxième et je vous avoue que j'ai pas très envie de l'acheter uniquement pour la vidéo, ce serait pas très utile. Je le lirai peut-être dans le futur, mais ce serait dans un vlog basique je pense. Donc je vais m'atteler à cette lecture et puis je vous en fais un retour juste après. Ça y est, je peux enfin clôturer ce vlog. J'ai enfin fini Ciel et Terre de Lock and Key. Je dis enfin, mais en fait il se lit très très rapidement puisqu'en fait dedans vous avez 3 petites histoires à propos de différentes époques, différentes aventures qui ont pu arriver grâce aux clés. C'est sympa, mais alors déjà le style graphique n'est pas... En fait, selon les époques, n'est pas le même. C'est-à-dire que sur les 3 histoires, il y en a une qui se passe avec Tyler Bunn et Kinsey. Donc là, on retrouve les dessins graphiques de la saga principale, mais alors, les 2 autres, ça se passe dans le passé très très reculé. Et là, pour le coup, le style graphique change. Autant le premier, il n'est pas foncièrement très différent de l'actuel, donc c'est pas dérangeant. Par contre, je suis beaucoup moins fan du deuxième, voilà, où on est quand même dans quelque chose de très, je sais pas, très sanglant. Enfin bref, je n'aime pas ce style graphique.
Mais là où je trouve que ce hors-série n'est pas forcément quelque chose de primordial à acheter si vous aimez la saga, c'est qu'en fait les 3 histoires font la moitié de la BD. Et en fait la dernière partie ça reste intéressant, mais je sais que moi globalement j'aurais pas acheté, sachant que c'était la moitié du comics. En fait, on vous explique que Lovecraft est inspiré d'un réel endroit et c'est que des photos du scénariste et du dessinateur qui sont allés sur place. Et donc c'est des photos du lieu réel en fait. On vous dit regardez, ils sont en train de faire ça, ils sont sur les rochers qu'ils ont passé tant de temps à dessiner. Et donc c'est cool comme bonus, mais acheter un album que pour ça, je trouve c'est pas inintéressant non plus, mais bon, voilà quoi. Sachant qu'il fait quand même 11 €. Heureusement, il est beaucoup moins cher que les comics de la saga principale, mais en même temps, il est beaucoup plus petit. Donc voilà, je mitigée à propos de Sorcery, pas très convaincue. C'est un petit plus, voilà, pour les réels fans, mais si vous avez aimé la série et sans plus, ça vous apportera pas grand chose de plus de lire celui-ci. Je pense que je peux enfin clôturer ce vlog, ça y est. Alors après, je pense que j'ai bien tourné pendant 1 semaine et demie, voire plus. Donc j'ai quand même mis pas mal de temps. Mais je suis quand même très contente d'avoir fait ce vlog parce que déjà ça me permet de sortir de ma palle tous les livres Lock and Key que j'avais. Ça fait déjà ça. Ça m'a permis de revoir la série, de découvrir que je l'aimais beaucoup et de me relancer pour voir la suite. Donc pour moi c'est tout gagnant. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les vlogs thématiques comme ça et si vous avez d'autres thématiques que vous aimeriez bien que je fasse. Lire une série en particulier, lire tous les livres d'un auteur, lire un livre puis son adaptation. N'hésitez pas. Moi je vais vous laisser et puis je vais vous laisser et vous souhaiter de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.